Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bon, ben là on y est. On commence le chapitre 2. Allons-y. Ouais. Ben pour ceux qui prendraient en cours de route, mais bon, je pense que vous l'aurez vu avec le titre, ce qu'on commence le chapitre 2, c'est le chapitre 2 de Star Wars Vector Prime, le premier épisode du Nouvel Ordre Jedi. Bon, Je change de lunettes. ok. Mais Bon j'ai ben, pas retrouvé les autres, je les ai perdus. ouais. Et ben moi je vous laisse, détendez-vous, mettez la vidéo en arrière-plan, et que la force soit avec vous. Chapitre 2. Des yeux intergalactiques. Danny Quinn contempla le paysage qui s'étendait par-delà les murs d'argile de l'aile ouest d'Ex-Gal 4, un avant-poste solitaire installé sur Belkadan, planète de la bordure extérieure du système d'Alombia. Danny avait l'habitude de venir ici précisément à cette heure de la journée, la fin de l'après-midi, pour observer le coucher du soleil belkadadien à travers l'épais feuillage des Daloralas. Bon, c'est bizarre, les noms sont vraiment bizarres. Des arbres de plus de 30 mètres de haut. Ces derniers temps, les couchers de soleil, allez donc savoir pourquoi, s'étaient faits de plus en plus spectaculaires. Ils s'étaient soudainement teintés d'orange et de vert, avec des pointes de rose et de violet. Cela faisait 3 ans qu'elle était sur Belkadan. Membre fondateur d'Ex-Gal 4, elle avait rejoint les rangs d'Ex-Gal, une société qui manquait toujours d'argent, 3 années encore avant cela, alors qu'elle n'était âgée que de 15 ans. Sa planète natale, un des mondes du noyau, était terriblement surpeuplée. Pour une indépendante comme Dany, s'installer sur l'une des planètes proches ne semblait guère suffisant pour se débarrasser de cette sensation d'oppression. Elle n'avait que faire du gouvernement, que ce soit l'Empire ou la Nouvelle République, car elle détestait la bureaucratie en bloc. En fait, elle estimait que vouloir mettre de l'ordre dans la galaxie était un acte épouvantable. Cela signifiait qu'on était capable de retirer aux gens leur sens de l'aventure et de la découverte, qu'on pouvait enterrer des cultures entières sous prétexte de communauté de civilisation. Cependant, l'idée qu'il y avait peut-être une vie par-delà les galaxies, qu'il restait encore des choses à découvrir, excitait la jeune femme. Du moins, cela l'avait excitée, à une époque. Aujourd'hui, les yeux perdus dans ce même paysage, sur ces mêmes arbres gigantesques, à la même cime verte, la jeune femme se demanda une fois de plus si elle ne s'était pas trompée de voie. À 21 ans, elle était l'une des plus jeunes membres d'un groupe de 15 personnes, en poste sur X-Gal 4, et l'une des 4 femmes de l'équipe. Une jeune femme très séduisante, de petite taille, avec de longs cheveux blonds bouclés, et de grands yeux verts qui semblaient en permanence poser des questions sur tout ce qui l'entourait. Dernièrement, elle avait d'ailleurs passé beaucoup plus de temps à repousser les avances des jeunes gens qu'à étudier la bordure extérieure de la galaxie. À dire vrai, Dany n'en voulait pas à ces hommes qui la courtisaient. Tous étaient venus jusqu'ici, aux confins de l'univers, avec le cœur chargé d'espoir, l'esprit aventureux et l'âme du pionnier. En peu de temps, ils avaient établi une base, un fortin en réalité, pour repousser les attaques de la faune particulièrement sauvage de Belkada. Ils avaient installé leurs instruments d'observation et d'écoute. Grandes antennes paraboliques, télescopes et senseurs orbitaux. La première année s'était déroulée comme dans un rêve, mêlant le travail acharné et le danger, comme lorsque deux des membres fondateurs avaient été gravement blessés par un cougar à crête rouge qui avait bondi par-dessus les fortifications depuis la branche d'un arbre voisin. Et la besogne avait ainsi continué. On avait abattu les arbres à 30 mètres à la ronde pour renforcer la sécurité de l'avant-poste. Cette tâche était aujourd'hui terminée. Isgal 4 était bien à l'abri et capable de subvenir à ses propres besoins. Une source d'eau claire coulait en abondance au centre de l'installation, irriguant de nombreux jardins.
Le fortin était un poste scientifique qui fonctionnait sans aucune anicroche. Et Dany commençait à regretter le bon vieux temps. Même les visages de ceux qui l'entouraient lui semblaient aujourd'hui bien fades. La moitié des membres ne faisaient pas partie des colons d'origine, mais appartenaient au programme de rotation entre les différentes stations X-Gal ou venaient du quartier général de la société. La base du soleil disparut sous l'horizon, et les teintes d'orange et de vert irisèrent les vastes plaines qui s'étendaient du nord au sud. Quelque part, invisible dans la jungle, un cougar à crête rouge poussa un long grognement, annonçant officiellement la venue du crépuscule à ses congénères. Dany se laissa bercer et tenta de s'abandonner à la rêverie. Mais, étant donné la dure réalité de son fastidieux travail, être à l'écoute, sans relâche, de signaux qui ne venaient jamais, observer à s'en crever les yeux la bouillie du ciel galactique, elle se sentit soudain prise de doute quant à la teneur de ses propres rêves. Derrière, depuis l'une des fenêtres de la structure centrale de la station, Yomin-Kar observait les moindres mouvements de la jeune femme. Il était le tout dernier à avoir rejoint l'équipe. Et ne lui avait pas fallu longtemps pour comprendre que tous les autres éprouvaient de l'admiration pour Dany Qui, et que la plupart des hommes étaient très attirés par elle. Yomin-Kar ne comprenait pas du tout ce débordement sentimental. Il trouvait que Dany, comme d'ailleurs n'importe quel humain, était doté d'un physique quelque peu repoussant. La race de Yomin-Kar, les Yuuzhan-Vong, Non, était Yuuzhan Vong. Yuuzhan-Vong, Yuuzhan Vong. Yuuzhan-Vong étaient pourtant humanoïdes. Ils étaient en général d'une douzaine de centimètres plus grands que les humains. Ils étaient de plus forte constitution et bien moins poilus sur le visage et sur le dessus de la tête. Leurs us et costumes, en revanche, n'avaient rien à voir avec ceux des humains. Yomin-Kar aurait pu trouver quelque chose d'attirant chez Dany, bien qu'elle ne portât nulle cicatrice ni tatouage témoignant de son désir de s'élever au-dessus des autres. Mais les différences de physique et de comportement déclenchaient chez lui un dégoût profond quand il essayait d'imaginer son éventuelle union avec la jeune femme. Il n'était pas humain, mais Yuuzhan Vong, Yuuzhan Vong. Vong, c'est un V. Yuuzhan Vong, un Yuuzhan Vong. Il n'était pas humain, mais Yuuzhan Vong. Yuuzhan. Yuuzhan. Ah, mais j'arrive pas. Y. Oui, je sais, mais j'arrive pas. Il n'était pas humain, mais Yuuzhan Vong. Oui. Un guerrier Yuuzhan Vong. Encore une fois, un guerrier Yuuzhan Vong. Quelle ironie de penser que les humains le considéraient comme l'un d'entre eux. Malgré sa répulsion, il observait souvent Dany. Plus que tout autre, elle avait l'étoffe d'un meneur pour ce petit groupe démocratique. À en croire les autres, c'était elle qui avait abattu le cougar qui s'était introduit dans le camp lors de la première année d'installation. C'était elle qui avait réussi à faire décoller la vieille navette Spicecaster pour aller en orbite, réparer le télescope spatial quelques mois auparavant. C'était elle qui, la première, avait imaginé comment il serait possible de remettre en état le dit télescope. Et tous l'admiraient. Rien que pour cela, c'était une femme que Yomin-Kar ne pouvait ignorer. « Tu es un peu en avance, non » demanda une voix derrière Yomin-Kar. Celui-ci se retourna pour faire face à son interlocuteur, mais il savait déjà, au ton de plaisanterie de l'autre, qu'il s'agissait de Bensin Tomry. Oh, les noms! Excusez-moi, mais j'ai un mal fou à lire les noms. À moins que tu n'aies pas bougé depuis hier soir, continua Tomry en pouffant. Yomin-Kar sourit mais ne répondit pas. Ce n'était pas nécessaire. Il avait en effet compris que les humains gaspillaient leurs paroles rien que pour entendre le son de leur propre voix. De plus, les mots de Bensin Tomry étaient bien plus proches de la vérité que ce dernier ne pouvait l'imaginer.
Yominkar n'avait pas passé toute la journée à cet endroit depuis son dernier quart. La veille au soir, mais il y était revenu plus souvent qu'à son tour. Les autres membres de la station estimaient que c'était dû à l'excitation éprouvée par les nouveaux venus. Un sentiment qu'ils avaient tous pu partager à leur arrivée sur la planète, dans l'attente d'un quelconque signal extragalactique qui pouvait se déclencher n'importe quand. À leurs yeux, Yominkar éprouvait peut-être ce sentiment poussé à l'extrême. Mais il avait préféré ne rien en laisser transparaître et se faisait confiance pour n'éveiller aucun soupçon. Il finira bien par se lasser, déclara Garth Brace, un autre contrôleur de l'équipe de nuit. Brace alla s'installer sur la mezzanine de la grande salle, où se trouvaient les fauteuils les plus confortables, les tables de jeu et les buffets chargés de nourriture. La pièce, de forme elliptique, était équipée d'un immense écran de visualisation sur l'un de ses murs. 7 modules de contrôle étaient disposés devant l'écran en 3 rangées. Un rang de 3 consoles, puis un module seul, et un dernier rang de 3 consoles. La mezzanine et la cambuse occupaient tout le quart arrière de la salle. Yominkar se força de nouveau à sourire en entendant la remarque de son collègue et traversa la pièce pour rejoindre le module numéro 3, la console qu'on lui avait assignée au premier rang à gauche devant le moniteur. Il entendit Garth et Bensing chuchoter dans son dos, mais les ignora. Une telle atteinte à sa fierté se serait en temps normal résolue par un duel à mort, mais il ne broncha pas, sachant pertinemment qu'il regretterait un jour leurs propos. Oh oh. Danny Quinn fit son entrée et alla s'installer au module numéro 4. Ce poste permettait de centraliser les informations sur les cadrans supervisés par les 6 autres consoles. Enfin arriva le dernier membre de l'équipe de nuit, T-Hubo Dole, une Twi'lek, Twi'lek. elle l'a bien dit, considérée par les autres occupants de la station comme seul extraterrestre de leur petite population de 15 personnes. Ti-Hubo adressa un regard entendu à Yominkar. Elle s'étira langoureusement et fit balancer doucement ses lecus, ses tentatules jumeaux qu'arboraient les Twi'lek à l'arrière de leur tête. Elle n'avait jamais caché l'intérêt qu'elle portait à la nouvelle recrue, ce qui amusait grandement Yominkar. Il en était arrivé à comprendre ces individus et leur sentiment permanent d'insécurité. D'ordinaire, quand elles ne se trouvaient pas sur Rilot, leur planète natale, les femmes Twi'lek, avec leurs lecus si exotiques, leur peau verdâtre et des vêtements réduits au strict minimum, devenaient vite le centre d'attention de tous les hommes alentour. Les femmes Twi'lek avaient d'ailleurs la réputation d'apprécier cette situation. Mais Ti-Hubo avait trouvé ici une concurrente d'importance en la personne de Danny Quinn. Danny Quinn. Dr. Quinn. Oui. Je sais. Ouais. De Danny Quinn. Sans quitter... tu me fais rire. Sans quitter Yominkar des yeux, la Twi'lek sortit une fiole et se mit à la secouer. Duril devina Yominkar, un euphorisant alcoolisé que plusieurs membres de l'expédition consommaient pour lutter contre l'ennui. Il remarqua également que Danny venait de froncer le nez de dégoût et qu'elle avait secoué la tête en signe de désapprobation. Pendant une longue période, Danny avait interdit à Ti-Hubo d'apporter du Ril dans la salle de contrôle. Puis elle avait fini par céder. Son geste cependant en disait suffisamment long. Bensing et Guard s'étaient réjouis du fléchissement d'attitude de Danny. Malheureusement, les réserves de Ril de Ti-Hubo étaient en train de s'épuiser, et elle veillait farouchement sur ses dernières provisions. La prochaine navette de ravitaillement n'était pas attendue avant plusieurs mois, et rien ne garantissait que la substance illégale ferait partie de la cargaison. Tous finirent par s'installer à leur poste. Après une rapide vérification des systèmes effectuée depuis le module central et une programmation de l'écran géant destiné
à présenter de manière séquentielle les analyses des 6 autres consoles, Danny donna le signal et l'équipe regagna la salle de repos. Sous l'emprise du rire, certains d'entre eux riaient déjà aux éclats. La jeune femme suggéra d'entamer une partie de Déjaric, un jeu de plateau, dans lequel des monstres holographiques de puissances diverses se déplacent, suivant des mouvements bien spécifiques sur un damier, essayant ainsi d'obtenir avantages stratégiques et tactiques face à leurs adversaires. À son poste, Yominkar baissa le volume sonore de son récepteur afin d'être seul à pouvoir entendre d'éventuels signaux. Geste qu'il accomplissait à chaque fois qu'il avait l'occasion de se trouver dans les environs de la console. Ensuite, il fit pivoter discrètement son antenne parabolique vers le secteur L30 et un point bien précis connu de lui seul, le vecteur prime. Ah ah. Tu veux venir jouer lança Bensing Tommy 1 heure plus tard. Le ton de sa voix dénotait clairement qu'il avait un peu de mal à tirer son épingle du jeu. Yominkar fut tenté de les rejoindre sur la mezzanine pour entrer dans la partie, surtout s'il pouvait jouer contre Danny, qui était fine stratège. De telles compétitions présentaient des avantages. Elles permettaient à tout bon guerrier d'aiguiser son esprit et de tester sa concentration. « Non, finit-il par répondre, comme toutes les autres nuits. J'ai du travail. »« Du travail » demanda Bensine en gloussant. « Quel genre ? La plus grande découverte scientifique du millénaire va se jouer sous tes yeux, là, maintenant ? Si tu sens une quelconque vérité à cela sur la prochaine navette, tu devrais embarquer, rétorqua poliment Yominkar. Il aperçut leur regard chargé de curiosité. Il avait encore inversé la structure de sa phrase. Il nota mentalement de passer ses Tisowins en revue un peu plus tard. « Espèce de bleusaille !» marmonna Bensing d'un ton sarcastique. « Il n'a pas totalement tort, dit Danny. Bensing leva les mains au ciel et se détourna de la table de jeu. « Tu es sûr que tu ne veux pas te joindre à nous ?» demanda Danny à Yominkar. « Certes, ce que je fais me plaît beaucoup, » répondit-il d'un ton un peu plus hésitant en prêtant attention à chacun de ses mots. Puis il se réinstalla confortablement dans son siège face à la console. Danny ne voulut pas discuter. Elle respectait son dévouement, et elle aurait souhaité que certains autres suivent son exemple. Et la nuit passa. Bensing Tomry se mit rapidement à ronfler avec délice. Tihubo et Garbrace se disputèrent et se chamaillèrent sur tout et rien. Danny, elle, continua sa partie de Déjaric contre 3 adversaires générés par ordinateur. Et cela se produisit. Du coin de l'œil, Yominkar vit le très faible signal sur le bord de l'écran de sa console. Il se figea, sans quitter des yeux l'endroit où le point était apparu, puis augmenta très légèrement le volume. Cela se produisit à nouveau, accompagné de la signature sonore, rythmique et régulière, qui ne pouvait émaner que d'un vaisseau. Yominkar eut du mal à recouvrer son souffle. Après toutes ces années de préparation, le guerrier Yuzhang-Vong chassa ses pensées de son esprit. Il ne devait pas se laisser distraire. Il attendit un moment et confirma le positionnement. Vecteur prime. Le point prédéterminé d'entrée dans la galaxie. Très rapidement, il repositionna sa parabole sur le secteur L1. Cela lui permettrait de gagner quelques heures précieuses avant que le signal n'apparaisse sur les détecteurs principaux. Il regarda en direction de l'écran géant qui diffusait les informations envoyées par le module central et laissa échapper un soupir de soulagement. Sa propre console, la numéro 3, était hors surveillance et l'ordinateur ne diffuserait plus rien
en provenance de son module avant une bonne heure encore. Et même à ce moment, les sondes ne chercheraient pas au-delà du secteur L25. Le signal passerait donc inaperçu. Son antenne parabolique enfin correctement orientée, Yominka régla le volume sonore sur la position habituelle. Puis il se leva de sa chaise et s'étira. Ses mouvements attirèrent l'attention de Danny. « Marchez, je... » commença-t-il avant de réaliser son erreur. « J'ai besoin d'aller marcher un peu, se corrigea-t-il. La jeune femme hocha la tête. « Oui, c'est assez calme, répondit-elle. Tu peux même t'absenter pour le reste du quart, si cela te chante. »« Non, reprit-il, j'ai juste besoin de me dégourdir les jambes un petit peu. » Danny hocha de nouveau la tête et se replongea dans son jeu. Yominka quitta la pièce. Une fois la porte de la salle de contrôle refermée derrière lui, il enleva ses bottes et se mit à courir aussi vite que possible. Une fois qu'il eut rejoint ses quartiers privés, il se força à calmer sa respiration. Que dirait l'exécuteur s'il le voyait ainsi hors d'haleine? Et que dirait l'exécuteur en le voyant dans cet horrible déguisement d'humain? Les humains n'avaient guère l'habitude de se couvrir le corps de peinture. Ils ne procédaient pas non plus à l'automutilation pour exprimer leur dévotion à un panthéon digne de ce nom. Les yeux des humains ne tombaient pas de part et d'autre d'élégants plis de peau bleue, comme c'était le cas chez les Yuzhangvong. Le front des humains était plat, au lieu d'être bombé de façon séduisante comme celui des Yuzhangvong. Non, décidément, même après des mois et des mois passés incognito comme agent spécial des forces prétoriennes Fong, Yominkar avait encore du mal à supporter la vue de tous ces infidèles. Il se déshabilla prestement et alla se poster devant le grand miroir mural. Il aimait regarder ce qui allait se produire. La stimulation visuelle accentuait l'exquise sensation d'agonie. Il passa une main sur son nez, jusqu'au petit pli qui courait le long de sa narine gauche. Ses doigts entreprirent alors de détricoter une curieuse couture qui y était dissimulée. Cette couture n'était autre que le point de contact du grimage Oglite. Sensible au toucher de Yumin, et particulièrement bien dressée, la créature réagit immédiatement. Yominkar serra les dents, luttant contre les convulsions déclenchées par les milliers de petits tentacules qui, un à un, s'extirpaient des pores de sa peau. Le grimage Oglite plissa sur son nez et le long de ses joues. La tente s'élargit de chaque côté de son menton, avant de libérer son torse. Le faux épiderme continua de rouler sur lui-même jusqu'à ce que Yomin soit à même de l'enlever comme une combinaison. Le grimage Oglite rampa sur le sol jusqu'à un placard, en produisant force chuintements et bruits de succion répugnants. Yominkar admira dans le miroir sa véritable enveloppe corporelle. Il détailla ses muscles puissants ainsi que ses tatouages, qui le recouvraient presque entièrement et qui indiquaient le haut rang qu'il occupait dans la caste des guerriers. Avec plus d'attention encore, il s'extasia sur les mutilations qu'il s'était infligées. Le nez cassé, la déchirure barrant les lèvres, les cicatrices aux paupières. À présent, arborant fièrement ses tatouages et ses scarifications, il était prêt à s'entretenir avec l'exécuteur d'un sujet de la plus haute importance. Il marcha vers le secrétaire occupant l'un des coins de la pièce.
Il tremblait tellement qu'il eut du mal à composer la combinaison du verrou. Lorsqu'il y réussit enfin, le haut du meuble pivota vers l'arrière, tandis que l'une des étagères à l'intérieur du secrétaire s'élevait jusqu'à la hauteur des yeux de Yominkar. Une pièce d'étoffe brune recouvrait deux objets sphériques. Précautionneusement, Yominkar souleva le carré de tissu et observa les deux objets. Ses propres Philips. Il tendit la main vers celui de gauche, celui qui lui permettait de contacter le Philippe du préfet. Oh là là, les mots le Vélib du préfet D'Agara. d'Agara. Eh ben, je vais vous dire, c'est pas facile à dire. Ben, le mieux, c'est que tu prennes la prononciation qui semble plus naturelle. D'Agara. Même naturel, c'est pas facile. Mais il connaissait trop bien le protocole et il ne voulait pas l'enfreindre. Il se concentra donc sur celui de droite et administra de légères tapes à la crête supérieure de la sphère. Après quelques instants, une fine crevasse s'ouvrit dans la texture membraneuse du Vélib. L'ouverture, semblable à une cavité orbitale, s'anima soudainement. Yominkar continua de caresser la crête de la créature, afin de réveiller l'autre Vélib, avec qui elle entretenait un lien psychique permanent, quelque part à l'autre bout de la galaxie. Le Yuuzhan Vong ressentit une petite décharge. Il comprit que cela signifiait que l'exécuteur avait bien reçu son appel et qu'il était, à l'heure actuelle, en train d'activer son propre Vélib. Yomin retira prestement sa main. Le trou dans la membrane s'élargit et la peau de la créature roula en arrière, tel un gant que l'on retourne. Le Vélib prit alors la forme en miniature de la tête de l'exécuteur. Yominkar s'inclina respectueusement. « Il est temps, dit-il, trop content de pouvoir enfin parler à nouveau sa langue natale. « As-tu réduit la station au silence ?» demanda l'exécuteur. « J'y vais de ce pas, expliqua Yominkar. « Alors va, dit l'exécuteur. Sans autre forme de procès, sans même demander le moindre détail à propos du signal qui venait d'être détecté, l'exécuteur coupa la communication. La peau du Vélib de Yominkar roula à nouveau sur elle-même, jusqu'à ce que la créature ne ressemble plus qu'à une inerte sphère de cuir parcourue de vénules. Encore une fois, le guerrier dut résister à la tentation de se servir de l'autre Vélib. Il se rappela qu'il lui fallait agir rapidement, que l'exécuteur ne tolérerait aucun échec de sa part en une période aussi critique. Il traversa à nouveau la pièce, ouvrit son placard et en sortit un coffret de petite taille. Il embrassa l'objet par 2 fois et marmonna une rapide prière avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait la statuette d'une créature. Son aspect était redoutable, mais pour Yominkar, comme pour tous les guerriers Yuuzhan Vong, il s'agissait de la créature la plus belle qui soit dans l'univers. Sa masse évoquait un cerveau doté d'un œil unique et percé d'une bouche plissée, monté sur une forêt de tentacules, certains courts et épais, d'autres longs et fins. C'était Yun-Manka, le massacreur, le dieu de la guerre Yuuzhan Vong. Yominkar se mit à prier à nouveau et entonna la litanie de Yum-Yamka dans son intégralité. Puis il embrassa une dernière fois la statue, la rangea dans son coffret et enferma le tout dans son armoire. Il ne portait qu'un simple pagne qui laissait apparaître tous les détails de ses tatouages et de ses muscles secs, comme à l'époque pure et bénie de l'avènement de son peuple guerrier. À sa taille était accroché un koufi, un couteau à double tranchant d'aspect rudimentaire, mais démesurément grand. C'était, là encore, un image cérémonial à l'âge d'or des guerriers Yuuzhan Vong.
Yuminkar était convaincu que cette démonstration de dévotion était nécessaire à sa mission si particulière. C'était pour lui le lien entre l'avant-garde et les véritables forces d'invasion. Il passa la tête dans le couloir, puis, pieds nus, traversa vivement le complexe sans faire le moindre bruit. Il savait pertinemment que quitter la station sans son déguisement d'humain ne serait pas chose aisée, mais il était également conscient du fait que, sans le grimage, personne ne pourrait le reconnaître. Qui plus est, si on venait à le découvrir, cela lui fournirait une excuse toute trouvée pour tuer quelqu'un. Un sacrifice à Yunyamka, fort apprécié pour une nuit si mémorable. À l'extérieur il faisait froid, un froid revigorant. Le sang de Yumimkar se mit à pulser furieusement dans ses veines sous le coup de l'excitation, du danger et de la pensée que la grande doctrine allait enfin être appliquée. Il se précipita vers un mur et y appuya une échelle. Il gravit les barreaux en un éclair et se jeta sans même réfléchir par-dessus les fortifications. Il se rétablit sur le sol dégagé à l'extérieur de la station. Dans le lointain, un cougar à crête rouge se mit à gronder. Yuming n'hésita pas une seconde. Certes, il se trouvait à présent sur le territoire de chasse du fauve, mais le guerrier était lui aussi un chasseur confirmé. Peut-être que cette créature, 140 kilos de muscles, des crocs de 10 centimètres de long, de terribles griffes et une queue terminée par une excroissance osseuse aussi dure que la pierre, accepterait de lui offrir un beau combat ce soir. Yominkar se sentait prêt à affronter pareil défi. Le sang pulsait dans ses artères. Son cœur puissant battait avec force. Yoming s'élança. Un combat sans merci serait pour lui le meilleur des défoulements. Mais non, l'heure n'était pas aux incartades. Ce mot rigéna-t-il. Il s'était instinctivement lancé à travers l'épaisse végétation de la jungle dans l'espoir d'affronter le fauve. Il se redressa, rassembla ses esprits et courut à grande enjambée jusqu'à la haute tour de poutrelles d'acier, seule structure installée à l'extérieur des fortifications. Il étudia quelques instants l'énorme câble qui reliait le fort à la base de la construction de métal et se mit à le taillader à grands coups de koufi. Trop facile à réparer, se dit-il. Du regard, il chercha à quoi s'attaquer. Fort heureusement, l'espacement entre les poutrelles de la tour n'était pas trop élevé. Yominkar agrippa la structure à pleine main et, ses muscles bien développés travaillant avec acharnement, il escalada les 100 mètres qui le séparaient du sommet en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Le Yuuzhanvong ne regarda pas ne regarda pas en bas. Il n'avait pas peur, il n'avait jamais peur. Il se concentra sur la boîte de dérivation et les câbles qui en sortaient. Des bourrasques de vent glacé le giflèrent. Cela lui donna une idée. Il se mit donc au travail sur les connexions entre les câbles et la boîte elle-même. Tout doucement, il dessouda un rivet avec précaution avant de desserrer un écrou. Les autres, si jamais ils arrivaient jusque-là, penseraient que les dégâts avaient été causés par les vents constants et les conditions climatiques particulièrement difficiles de Belkada. Après avoir vérifié que les connexions étaient bien endommagées, Yominkar se laissa glisser au bas de la tour et força l'allure, se souvenant soudain que le signal devait approcher du secteur L10. Il avait encore à faire. Il sauta au sol et fit une roulade pour se recevoir correctement. Il atterrit juste à côté du câble. Cette fois, il fut incapable de résister à la tentation. Il savait qu'il ne s'agissait que de réseaux de télécommunications et qu'aucune des lignes ne convoyait de fortes décharges électriques. Il porta donc le câble à sa bouche et le mâchouilla vicieusement, savourant avec un plaisir pervers les vrilles douloureuses à chaque fois que ses dents perçaient l'isolation et créaient des courts-circuits en faisant jaillir des étincelles sur son visage.
qu'il trouve donc la panne et la répare, pensa-t-il, et puis qu'il retourne à l'intérieur de la base pour découvrir que les systèmes sont toujours inopérants. La bouche, les joues et le menton couverts de sang, le nez, déjà irrémédiablement mutilé et aplati sur le côté, déchiré d'une narine à l'autre, le guerrier se mit en route vers l'installation. Il s'interrompit brusquement. Un mouvement au niveau du sol, relativement proche, attira son attention. Il tomba à genoux et sourit largement en ramassant un scarabée d'un brun rougeâtre, doté de puissantes mandibules en forme de crochet et d'une longue trompe. « Mon bébé !» chuchota-t-il. Il n'avait pas eu l'occasion de rencontrer l'un de ces scarabées depuis son arrivée sur Belkadon. Depuis en fait le moment où il avait lui-même apporté cette trace de Dwibit sur Belkadon. Le Yuuzhan fut très heureux de constater que les petites créatures avaient déjà parcouru tout ce chemin à la surface de la planète. Danny Quinn découvrait bientôt les raisons du changement de coloration de ces couchers de soleil si précieux. Yominkar déposa soigneusement le Dwibit sur le sol. Se remémorant les dangers que pouvait engendrer son retard, il regagna les fortifications à bride abattue. D'un seul bond, il franchit les 3 mètres du mur d'enceinte, puis, sans ralentir l'allure, gagna le bâtiment principal. Il traversa à pas feutrés les coursives plongées dans l'obscurité. De retour dans sa chambre, il ouvrit son armoire et pria le grimage Oglite de reprendre du service. La créature l'enveloppa, ses milieux de petits tentacules forant au cœur même de son épiderme. La douleur était parfaitement exquise, procurant à Yominkar frémissement de plaisir sur frémissement de plaisir. Un rapide coup d'œil au miroir lui indiqua que le déguisement était parfait. Il sortit de son armoire un second coffret dont il ouvrit le couvercle avec le plus grand soin. À l'intérieur se tortillait une autre créature. Un petit ver appelé Tizowyrm. Yominkar porta le coffret à son oreille et le pencha. Le ver réagit aussitôt. Il rampa hors de sa cachette et alla s'enfouir au plus profond de l'oreille de Yuuzhan Vong. Burk. Le guerrier introduisit un doigt dans le pavillon pour s'assurer que le Tizowyrm le signal de se mettre pour donner à s'assurer que le Tizowyrm s'était suffisamment enfoncé et pour donner à l'animal le signal de se mettre au travail. C'est dégoûtant. Oui, Tu me fais dire des choses dégoûtantes. Ah, mais les Yuuzhan, ils sont un peu comme ça. Erk. Quelques instants plus tard, il sentit une vibration à très basse fréquence résonner dans sa tête. Les Tizowyrm étaient des décodeurs, des créatures dressées par les alchimistes Yuuzhan Vong pour traduire les différentes langues de l'univers. Bon. Malgré leur toute petite taille, ces vers étaient capables de stocker une quantité ahurissante d'informations et de les diffuser de façon subliminale. Tout en quittant sa chambre, Yominkar s'attela donc à la révision du langage le plus usité dans cette galaxie. Quelques minutes plus tard, il regagna la salle de contrôle. Ti-Hubo et Gart, qui avaient apparemment du mal à tenir en place, étaient penchés sur le module numéro 3. Danny était en train de procéder à de nouveaux réglages d'alignement sur le module numéro 4. « Yoming !» appela Danny en l'apercevant. « Viens vite voir, je n'arrive pas à croire que tu aies pu manquer cela. »« Manquer quoi ?» demanda Yoming. « Un signal !» laissa échapper Danny quasiment hors d'haleine. « Un signal statique ?» suggéra Yominkar, en rejoignant précipitamment la jeune femme. Sur l'écran, accompagné d'un écho audible dans les haut-parleurs, se dessinait le signal de quelque chose d'énorme en train de franchir les limites de la bordure galactique. « Non, un signal extragalactique, répondit Danny avec sérieux. Yominkar se pencha sur les instruments
étudia les données, calcula les vecteurs une fois de plus, mais il savait que la description de Danny était parfaitement exacte. Il se releva et hocha la tête avec solennité. Oui, avec solennité. Bensing Tomry fit irruption dans la pièce, accompagné de la plupart des autres membres de l'équipe. En quelques instants, les 15 colons furent rassemblés. Les collimateurs des modules furent réalignés. Les ordinateurs se mirent à nettoyer le signal afin de le comparer aux millions d'autres signaux stockés dans les banques de données. Quelque chose venait de pénétrer dans la galaxie, et il fallait coûte que coûte essayer d'en savoir le plus possible à son sujet. Et nous allons nous arrêter pour ce soir. Ok. C'est dégoûtant. Ah, Ah, les Yuuzhan Vong, ils sont un peu crades. c'est dégoûtant. Là, t'as du mal avec leur nom d'ailleurs. Ah, j'ai du mal. Yuuzhan Vong. Comment Yuuzhan Vong. Yuzhang Vong. Non, Yuuzhan Vong. Yuzhang Vong. Yuuzhan Vong. Yuzhang... Moi, j'y comprends. Prononciation le plus Bon. simple. Yuzhang Vong. Pourquoi tu mets l'accent en façon Wong? Tu mélanges V et Wong. Vong. Vong. Comme avec un V. Yuzhang Vong. Ouais. Yuzhang Vong. Yuzhang Vong. Faut le dire comme ça. Non, même pas. Yuuzhan Vong. Bon, Yuuzhan c'est Vong. pas grave. Désolé, j'arrive pas à prononcer certaines choses. C'est la fatigue. Ouais. Bon, là, Je sais pas si j'ai lu beaucoup. Là, t'as pas mal lu. T'as lu plus que la précédente vidéo. C'était intéressant et dégoûtant. Oui. Et dur à prononcer. Mm. Aïe, 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 aïe. Allez. Alors, je vais te dire, Momoun, quand même, un petit spoil. T'es loin d'être au plus dégoûtant pour les Yuuzhan Vong. Il va y avoir pire. Berk, ouais. Vais-je continuer à lire ce livre Vecteur Prime? Parce que Vecteur Prime arrive. Ah, c'est ça Ouais. le problème. Eh oui. Non, Ça. Vector Prime, c'est l'endroit par où ils sont arrivés. Par où le vaisseau est arrivé. Ah bon. Mais ils savent pas qui c'est ce vaisseau. C'est le vaisseau de cet abruti qui a le verre dans l'oreille. Ouais. Hein, c'est ça? Oui. Et ça va lui décoder toutes ses langues. Le vert, oui. Ah. Bon. Bah écoutez, je sais pas si je vais aller manger. Un petit fromage bien véreux. Ah, et puis en plus, n'oublie pas le truc, le fait, comment dire, ils ont leur truc qui rentre dans tous les pores de la peau. Ouais, ça les pique, mais il est excité, ça lui fait plaisir. C'est des frissons. Ouais. Bon. Un petit rototo. Ouais. Bon, ben, on s'arrête là, donc, ouais. Allez, on va se laisser terminer comme d'habitude, comme la dernière fois, tu étais en train d'arrêter alors que tu étais en train de boire. Allez, prends ton temps, bois. Alors, je crois que j'ai lu pas mal. Je sais pas. Bah, Maurice, si tu regardes derrière, Momo, tu sauras pas. Oh, attends, tu t'arrêtes là, Momo, t'es à 3 pages de la fin du chapitre. Et alors? Bon, autant terminer sur le chapitre, dans ce cas-là, on va dire. Pour 3 pages. Dictateur. Quand même, pour 3 pages, il y a un chapitre entier. Moi, j'ai bu un peu d'eau, je vais m'y remettre. Bah, c'est bien à la demande de tous. J'espère que vous êtes d'accord, hein, parce que sinon... Aïe, 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 aïe. Je sais plus où j'en étais. Au début de la page, tout bêtement, t'avais terminé la page. Ah, toi, tu surveilles, hein? Mais moi, c'est plus Oh. rien, Momo, je vois un livre, j'ai envie de le lire en même temps. Bon, alors, vous en étiez où? Quelque chose venait de pénétrer dans la galaxie, ok? Comme c'était... Je recommence alors? Oh. Oh, toujours, je crois pas. Comme c'était prévisible, un débat s'engagea. Yominkar était à chaque fois stupéfait par ces discussions sans fin, sur tout et n'importe quoi, dans lesquelles les humains se lançaient à corps perdu. Son observation contribua, une fois de plus, à renforcer sa foi en la stricte structure hiérarchique qui présidait à la destinée des siens. Lui-même ne questionnerait jamais l'opinion d'un sous-préfet, et un sous-préfet ne remettrait jamais en cause la parole d'un préfet, comme ces fous furieux étaient en train de le faire avec Danny. Jamais les siens ne feraient une chose pareille. Yoming était persuadé qu'il s'agissait là d'une faiblesse que ses maîtres sauraient exploiter. Au début, la discussion se concentra sur la composition de l'astéroïde. Apparemment, le signal n'était porteur d'aucune information technologique, et on s'accorda rapidement sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un vaisseau spatial. On s'entendit donc sur la théorie du corps céleste.
dérivant dans le cosmos d'une galaxie à l'autre. Un astéroïde qui rebondirait le long des turbulences spatiales existant au-delà du vide cosmique, appuyant ainsi les théories de certains scientifiques sur la teneur même de ce vide. Un météore qui accélérerait ou ralentirait au gré des champs gravitationnels plus ou moins puissants qu'il rencontrerait sur sa route. S'agissait-il d'un simple morceau de rocher extragalactique, à moins que ce morceau de rocher ne provienne de la galaxie elle-même, qu'il s'en soit échappé à un moment ou à un autre, et qu'il soit en train de revenir? Aucune de ces hypothèses ne suffit à calmer les esprits. Jusqu'à ce jour, personne n'avait eu l'occasion de trouver des preuves de la présence d'objets extragalactiques. Il va sans dire que personne n'avait eu l'occasion d'assister à l'arrivée des 10 objets dans l'enceinte même de la bordure extérieure. La plupart des savants niaient d'ailleurs la possibilité de telle traversée. De courageux explorateurs et quelques hors-la-loi pourchassés par les autorités s'étaient aventurés dans les turbulences au-delà de la bordure galactique au cours des dernières décennies. Mais on n'avait plus jamais entendu parler d'eux. La réponse était peut-être là, dans cet astéroïde. Mais quelle nouvelle question allait-il donc engendrer? Quel type de matériaux allait-on y découvrir? Y remarquerait-on une quelconque trace de vie? Ce corps céleste, une fois examiné à fond, fournirait-il des éclaircissements sur l'univers? Des explications sur l'origine même de l'univers? À moins qu'il ne soit la source d'innombrables interrogations, qui elles-mêmes remettraient en question certaines notions les plus élémentaires de la physique cosmique. Et puis, le cours du débat dériva vers un autre sujet moins profond, mais qui suscita tout autant d'animation. Benzintori annonça qu'il allait lui-même rédiger le rapport afin d'envoyer les informations au commandant d'Exgal. « Non, il est trop tôt, répondit avec fermeté l'un de ses collègues. « Mais il faut leur dire, répliqua Benzine. Il faut vite qu'ils envoient des vaisseaux pour intercepter ce truc afin de pouvoir l'étudier. Et où va-t-il? Reprit le premier avec sarcasme. Il est dans notre galaxie à présent. Nous pouvons le suivre à la trace pendant sa traversée jusqu'à l'autre côté de la bordure extérieure, si nécessaire, enchérit un autre colon. Mais enfin, notre équipe n'est pas assez autonome pour ça, rappela à la cantonade une femme nommée Lizir. Comment cela? Aboya un autre. Connaissons-nous réellement la nature de l'objet que nous sommes en train de pister? Demanda Yominkar. Tous les yeux se tournèrent vers lui et tous les visages affichèrent une expression d'incrédulité. Hein? Franchement, insista Yoming, très sérieux. C'est un objet extragalactique, répondit quelqu'un dans l'assistance. Je n'ai jamais prétendu être d'accord avec cette théorie, dit Yominkar. Encore une fois, tous les regards convergèrent vers lui. On ne sait pas s'il est vraiment extragalactique, intervint Danny, se rangeant apparemment du côté de Yominkar. Nous avons déjà discuté du fait qu'il pouvait très bien s'agir d'un corps céleste provenant de notre propre galaxie. Un astéroïde qui se serait échappé, d'une manière ou d'une autre, et qui aurait été à nouveau happé par le champ gravitationnel galactique. Effectivement, rien pour l'instant ne nous dit qu'il ne provient pas de chez nous, poursuivit Yominkar. Il sourit intérieurement à l'ironie de sa déclaration, à la double signification secrète de l'expression « de chez nous ». En fait, reprit-il, je crois sincèrement qu'il s'agit bel et bien de ce cas de figure. Où veux-tu en venir? S'indigna Bensi Tomri. Où je veux en venir? Répéta Yominkar pour se donner le temps de comprendre le sens de la question et laisser au Tisowirng la latitude d'analyser toutes les réponses possibles. Ce que je cherche à vous dire, c'est que nous ne sommes pas sûrs de ses origines extragalactiques, finit par répondre le Yuzan Wong. Vong. Ah, purée. Mais tu as bien vu son vecteur d'approche, non? Rétorqua Benzine. Effectivement, je l'ai vu, enchaîna Yoming. Mais c'est un vecteur qui pourrait très bien être celui d'un rebond. C'est absurde! S'exclama Tomri. Comment se fait-il alors que nous n'ayons aucune trace du vecteur d'origine dans nos banques de données? Demanda un autre.
Et qui vous dit que nous ne disposons pas de l'information en question, déclara Yominkar. Il leva les mains devant lui pour calmer toute nouvelle tentative d'attaque verbale. Je vous en prie, tout ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous devrions nous assurer de ses origines avant d'alerter le reste de la galaxie. Oui, et toute communication devra être soumise au groupe avant d'être expédiée vers le commandement d'Exgal, ajouta Dany. Très juste, approuva Yominkar. N'oubliez pas que nous pourrions très bien nous rendre compte que ce signal n'est rien d'autre qu'une anomalie provenant de nos systèmes de capteurs. Cet astéroïde pourrait n'être qu'un simple tas de débris rebondissant d'une galaxie à l'autre. Vous imaginez un peu comment ce type d'erreur pourrait nous discréditer aux yeux des dirigeants d'Esgale. Tout ça nous dépasse, répondit Bensin Tomry. Certes, acquiesça Dany, mais si on nous a envoyés jusqu'ici, c'est pour que nous puissions fonctionner de manière indépendante. Yominkar a peut-être raison. Si nous alertons prématurément le reste de la galaxie, nous pourrions parfaitement passer pour des crétins. Et une telle erreur, susceptible d'entraîner la mobilisation de la moitié de la flotte, pourrait sérieusement compromettre les éventuels financements d'Esgale, ajouta Tihubo en hochant la tête d'un air entendu. Même si nous avons raison, qu'il s'agisse d'un aérolite qui s'est échappé de la galaxie et qui vient d'y revenir, ou d'un objet provenant soit d'une autre galaxie, soit des vides célestes qui séparent les constellations, sommes-nous réellement prêts à l'annoncer demanda Yominkar à Bensin Tomry. Bensin le dévisagea avec incompréhension. Est-ce que tu tiens à voir débarquer une bande de scientifiques délégués par la Nouvelle République, et pourquoi pas, pendant qu'on y est, les quelques cavaliers de Jedi? Chevalier de Jedi. Ah, on peut dire... On l'a quand même, c'est du Star Wars. C'est pas les cavaliers, ils sont pas faux. Ils sont pas cheval. Cavaliers de l'Apocalypse. Et quelques chevaliers de Jedi, annonça Yominkar d'un ton sarcastique. Les regards qui se tournèrent soudainement vers lui indiquèrent que la plupart des membres de l'équipe ne voyaient pas bien ce que les Jedi pouvaient bien avoir à faire là-dedans. Sans se laisser démonter, Yoming continua. Notre heure est arrivée. Voici enfin venue la récompense après des mois de sacrifice. Et pour certains d'entre vous, des années de sacrifice. Des années de vie fichue en l'air, à travailler comme des fous dans cet endroit misérable. Au moins, montrons-nous capables d'éviter la honte et de recevoir les honneurs qui s'imposent si l'objet en question est bel et bien extragalactique. Soyons les premiers à l'étudier. Soyons les premiers à comprendre ses origines. Prouvons qu'il ne s'est pas contenté de rebondir aux quatre coins de notre propre galaxie. Analysons son vecteur de traversée et essayons d'obtenir le plus d'informations possible. Ça, c'est parler. Bravo le nouveau, s'exclama Garth Brace en souriant. Le débat s'interrompit aussi brutalement qu'il avait démarré. Dany approuva fermement les arguments de Yominkar, et même Bensin ne chercha pas plus longtemps à le contredire. À nouveau, Yominkar s'accorda un sourire in petto. Quand les argumentations raisonnées ne fonctionnaient pas sur ces hérétiques inférieurs, et souvent butés, alors flatter leur sens aiguisé de la fierté permettait d'arriver à n'importe quelle fin. Il jeta un coup d'œil aux autres scientifiques en train de travailler, nota leur excitation et remarqua leur soulagement à l'idée de pouvoir enfin accomplir quelque chose. Si seulement ils savaient. À l'autre bout de la galaxie, Nomanor était tranquillement assis en face de son Villip. Il repensa longuement aux paroles de Yominkar, son agent. Tout avait commencé. Et moi, je m'arrête. Oui, là on a fini le chapitre. Je sais pas pourquoi je fais ça. Là, ça aurait été dommage pour le peu qu'il y avait quand même de... Je suis fatiguée. Tu vas reboire un petit coup? Je vais reboire un petit coup. Allez. Et puis tu me le passes même pas? Ah, allez, tiens. Ah, merci, c'est gentil. C'est bien gueux, mon ami. Ah.
Alors, je dois vous dire que je déchiffre. C'est pas évident de mettre le ton quand on connaît pas le livre, qu'on connaît pas l'histoire. Pas facile. Ouais. Mais les noms, tu vas les retenir petit à petit. Ah Regarde. non, en général, je retiens pas. Oh, bah, enfin bon, au bout non, non, de. non, T'as non. quand même 500 pages, donc automatiquement. Ah ben dans 500 pages, on verra. T'as encore 400. Comment il s'appelle le Vong? Yuuzhan Vong, il s'appelle Yominkar. Yominkar, le type, et c'est un Yuuzhan Vong. C'est un... C'est un quoi? Yuuzhan Vong. Yuzhang Vong. Yuuzhan Vong. Yuzhang Vong. J'arrive pas à le Mais dire. même pourtant, je le dis. Yuuzhan Vong. Yuzhang Vong. Bon, Ouais, ouais, on va t'as vous bien dit. laisser. On va vous laisser sur ces... Bah, tu as terminé, tu as bien dit au final. Bon, Au final, je l'ai dit. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. ok. Bah, moi aussi. Bonne soirée. Bon appétit, les petits verres d'oreille. Ah, c'est dégoûtant. Allez, à plus. Allez, à plus. À la prochaine. À la prochaine.